Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Cette fois-ci, je suis avec deux personnes, Emeline et Frank. Salut Nicolas. Salut. Bon matin. Bon matin à vous deux. Très heureuse d'être avec vous deux. Moi aussi, je suis bien contente d'être avec vous deux. Je pense qu'il y a de belles choses qui vont pouvoir ressortir de tout ça. Bonjour Emeline. Ce qu'on veut aborder, je pense, ce matin, c'est tout ce qui touche à la notion entremêlée de tout ce qui touche la sécurité, la vie privée, la confidentialité, un petit peu essayer je vois ça un petit peu de façon imagée comme une grosse bobine de laine qui est toute emmêlée, puis ce serait peut-être intéressant de voir si on peut essayer de démêler ces trois bobines très très distinctes pourtant, qui ont pourtant trois couleurs bien distinctes à elles, mais de parler de ça avec Franck, je pense que ça peut être très intéressant d'avoir ton propre bagage, ta propre expertise, ça va être très très riche pour les personnes qui nous écoutent. Déjà en partant, si on un peu à la base, puis un peu plus terre à terre par rapport aux informations qu'on partage, au partage d'informations et les informations qu'on partage, mais les métadonnées aussi. Les métadonnées, et je fais la petite analogie, souvent les métadonnées, c'est un peu l'enveloppe dans laquelle j'envoie de l'information. Donc je mets une lettre, j'ai ma lettre, je prends souvent mes étudiants l'exemple de une lettre de Roméo et Juliette. Et là, la lettre de Roméo et Juliette, ça c'est ma donnée. Et cette lettre-là, je la mets dans une enveloppe, et sur l'enveloppe, j'ai « à mon cher Roméo, à telle adresse », ça c'est la métadonnée, la donnée sur la donnée finalement. Mais Franck, il y a plusieurs outils en ligne qui permettent d'aller trouver de l'information aussi. Tu sais, si je pense au open source, veux-tu nous en parler un petit peu de tout ça? Oui, en fait, la notion de données pures entre privé et confidentiel, et comme tu l'as dit au travers de ta lettre, c'est un petit peu comme l'identité. Les gens confondent le fait est qu'une identité, oui, peut être publique. La plupart du temps, on connaît son nom, son prénom, voire même éventuellement son adresse. D'ailleurs, ça peut être une adresse physique comme une adresse mail. Pour autant, une adresse mail me donne pas pour autant sa privacy. J'ai pas le mot de passe ou j'ai pas les métadonnées qui peuvent aller avec. D'ailleurs, une métadonnée que des gens des fois au Canada, on utilise souvent ce qu'on appelle le nom de jeune fille de sa mère, ou en l'occurrence, ça, c'est avec quelques réseaux sociaux, quelques Facebook, et il n'y a pas beaucoup de besoin de métadonnées. On peut vite évidemment comprendre. Puis souvent, en plus, du fait du Nord-Amérique, les jeunes filles ont été beaucoup plus émancipées qu'en Europe. Donc, vous gardez votre nom de jeune fille la plupart du temps, ou vous avez votre nom de jeune fille, votre nom de marital. C'est même pire. Au Québec, c'est obligatoire, le nom de jeune fille. Ça fait que c'est dans la loi. On peut même pas prendre le nom. C'est illégal. Puis ça, c'est spécifique au Québec. D'où l'absurdité encore de nous demander cette question-là, parce que ils ont tous leur nom de jeune fille maintenant. C'est ça. C'est moi-même de l'autre côté. Vous l'entendez surtout à ma voix, mais là, on le sait. Je suis d'origine française, donc moi étant marié depuis très 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 longtemps avec mon épouse, elle avait l'habitude qu'on l'appelle de son nom d'épouse. Puis en arrivant ici à Québec depuis 10 ans, on lui a dit « Ah ben non, pour ONU Québec, pour la RAMQ, pour n'importe quoi, c'est votre nom de jeune fille. » Ouais, mais là, comment je fais pour me reconnaître? Alors, obligé même de mettre son double nom dans la banque ou éventuellement de faire. Donc, on s'aperçoit obligatoirement qu'il y a des choses de non-sens qui fait que normalement, lorsqu'une information devient loi ou une information devient éventuellement très facile, comme par exemple, simplement, pourquoi on dit au niveau des CV, il faut pas mettre la date de naissance, ou éventuellement qu'on doit trouver aussi en disant je suis né ou je vais faire ma fête d'anniversaire à Facebook, parce que si vous prenez Credit Karma ou vous prenez Borrowell, qui utilisent aussi Equifax, puis on parle de sécurité, privacy encore une fois et de confidentiel, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande votre nom, votre prénom. Donc là, le gars peut dire, OK, moi je mets un autre mail, je mets le nom, prénom de la personne. Je peux vite facilement trouver. Il vous demande évidemment, parce qu'il peut pas vous demander votre numéro de carte numéro NAS, donc il vous demande obligatoirement la date de naissance, et ensuite il demande le nom de jeune fille de votre mère. Là, à partir de là, ça y est, vous êtes rentré. À la limite, il faut même pas les données éventuellement leaker sur le net pour le faire. Donc on s'aperçoit que pour revenir à ton idée de la lettre que tu mets évidemment dans l'enveloppe, c'est un petit peu en même temps tout le fil qu'on voit. D'ailleurs, si les gens, c'est sûr que c'est pas on va dire un bac à sable que tout le monde fait, mais si on regardait le code source d'un mail et qu'on voyait évidemment les en-têtes du mail et tous les bounces de comment ils font et de la manière dont ils font. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait du phishing. C'est comme ça aussi qu'on attaque évidemment les gens, à savoir si leurs domaines évidemment sont protégés. Je donne
je sais pas si ça va être très technique des gens qui vont nous écouter ce matin, mais au-delà de ça, c'est faites attention si vous gérez des domaines de manipuler votre DKIM, votre SPF et évidemment votre démarque correctement de votre domaine. C'est la priorité absolue d'ailleurs quand vous en avez un. Comme ça vous permet de sécuriser aussi les envois et comme ça quelqu'un va pas utiliser évidemment votre domaine pour le faire. Quand vous utilisez des trucs comme Google ou comme Outlook, normalement, comme Protection Office, ils en font une partie, mais attention, le SPF est pas mis. Puis vous avez un super site d'ailleurs qui vous permet de vérifier si tout est bon, c'est TestMailer, donc test-mailer.com. Et là, vous envoyez un propre mail à vous-même et lui, il va vous renvoyer toute une information complète. C'est vraiment top. Ça revient un peu à la lettre physique, vient de dire Emeline, c'est que, vous savez, à l'époque, à la Poste, ce qui était très drôle, c'est qu'on disait qu'il fallait mettre du scotch ou éventuellement une petite annotation, genre une petite coche rouge sur les points, parce qu'en fait, quand on envoyait de l'argent, en tout cas, en France, ça se passait comme ça. Il y a eu un démantèlement qui a été fait, c'est qu'ils prenaient système à la vapeur, on le mettait au-dessus du système de la vapeur, puis ça décollait très légèrement la lettre. Hop, ils pouvaient ouvrir, vider la lettre, la reprendre, pouf, la coller et la renvoyer. Vous savez, on n'a pas réinventé la poudre physique pour la poudre, évidemment, numérique, ça revient au même. Donc, oui, c'est tout ça. Puis vous le savez, si vous gérez, évidemment, à moins que vous aimez on va dire les grosses émissions à la NCIS ou à la je sais pas quoi expert, enfin bref, on peut en parler de plein, mais on a d'où vient évidemment le timbre, d'où vient ça a été tamponné, est-ce que la personne a mis son adresse de retour à l'arrière, est-ce que donc c'est tout ça que je pense qu'Emeline veut passer comme message, c'est que les métadatas ou la notion de qu'est-ce qui est évidemment privé ou confidentiel en tant que tel, c'est pas parce que vous cachetez une enveloppe. La plupart du temps, un truc tout bête pour revenir sur la partie sécurité, par exemple, on voudrait sécuriser quelque chose qui est un acte comme un contrat ou comme quelque chose où je pourrais passer un texte avec Emeline en lui disant on se met d'accord ensemble, mais on veut être sûr qu'on se mette d'accord sur une date, puis qu'en même temps on veut pas non plus dépenser pour les avocats, on veut pas non plus dépenser tout un point, un truc tout bête. Vous mettez tout ça par écrit, vous signez, vous tamponnez, ça fait partie des choses confidentielles et donc pas privées en tant que la personne, mais vous l'écrivez, vous la mettez dans la lettre et au lieu de vous l'envoyer à quelqu'un ou autre, vous l'envoyez à vous-même en recommandé. Le fait qu'il soit recommandé et cacheté par la poste, vous l'ouvrez pas. Puis le jour où il y a un problème, vous la faites ouvrir par un huissier. L'huissier certifie, comme il est évidemment assermenté par la loi, que la lettre est bien envoyée en recommandé et bien évidemment certifiée. En étant certifié, quand il l'ouvre, ça fait acte juridique. Et à partir de là, ce qui est à l'intérieur, normalement, fait foi à la date voulue. Donc, on peut trouver des solutions et ça fait la même chose pour les mails. Je vous rappelle aussi en même temps que Google, puis je terminerai là, je redonne la parole à Emeline parce que ça revient évidemment à son point, mais beaucoup de gens me disent oui, mais comment je peux t'envoyer un mail sécurisé? Alors souvent des gens utilisent OneSecret pour éventuellement avoir un site en ligne qui est mis. Moi, les sites en ligne, j'ai toujours des difficultés sur certains points. Je sais qu'Emeline avait travaillé sur une de ses vidéos en faisant les tests sur les fameux mots de passe aussi, sur un site internet qui teste, qui est le fameux Secret Password là, où vaut mieux aller sur Have Been Punning, au moins vous êtes sûr et certain si vos mots de passe sont leakés au travers de tout ça. Mais un autre débat que les gens ont du mal à des fois à piger, c'est que Google fait pas spécialement beaucoup de pubs sur ces affaires, mais quand vous faites nouveau message, vous avez plein de petites icônes qui est à côté d'envoyer. Vous avez une icône de l'icône pour attacher quelque chose, l'icône pour les emojis, l'icône pour le Google Drive et évidemment la photo. Mais les deux dernières icônes, il y en a un qui est basculé en mode confidentiel et l'autre icône, c'est la signature ou insérer une signature à l'intérieur. Mais en mode confidentiel, je l'ai testé. Moi, je l'utilise assez régulièrement. Et le mode confidentiel, c'est de mettre un mot de passe, justement, automatique que Google va faire, c'est-à-dire le fait que vous envoyez un mail en mode confidentiel à quelqu'un, automatiquement, lui, s'il n'a pas de mot de passe, il va se renvoyer le mot de passe sur la personne à laquelle vous allez l'envoyer. Ce qui est sûr, c'est qu'en plus, en mode confidentiel, vous leur dites, Google vous demande en combien de temps tu veux résister à ton mail, c'est-à-dire est-ce qu'il reste 1 heure, une journée, une semaine ou un mois.
Et à partir de là, la personne ne peut plus rentrer dedans pour pouvoir le faire. Donc, je trouve ça sous-utilisé, parce que pourtant on a et puis Google, quoi qu'on en dise à date, avec certaines choses, c'est possible. Donc, ça revient à dire qu'on peut protéger ces systèmes, évidemment, entre le côté, comme on dit, metadata privacy. Évidemment, encore une fois, je monte un layer, puis Emeline pourra basculer là-dessus, mais je lui redonne la parole. C'est qu'évidemment, la question que vous devez vous poser à chaque fois, c'est sur quoi on protège sa vie privée ou sa confidentialité. Là, évidemment, si vous avez peur d'un État, ou si vous avez peur de Google, ou si vous avez peur des ricains, ou si vous avez peur, évidemment, là, bon, on commence à être dans un autre débat d'explication. Mais si vous avez peur de votre voisin ou de quelqu'un de chez vous ou d'un hacker, c'est là où, évidemment, on peut utiliser les outils qui sont là. Donc, encore une fois, c'est contre qui je me protège ou qui je veux me protéger et contre qui je veux, évidemment, gérer. C'est extrêmement intéressant. Je vais rebondir sur le courriel, mais avant ça, je vais rebondir aussi sur le nom de jeune fille. Parce que moi, j'ai été aussi un peu étonnée, je veux dire un mot gentil, étonnée, de voir que justement le nom de jeune fille de notre mère se trouve imprimé sur notre carte d'hôpital aussi. Moi, quand j'ai fait ce constat-là, j'ai appelé l'hôpital pour dire, vous vous rendez compte quand même de l'information que vous imprimez quelque part où la personne a toujours sa carte d'hôpital sur elle, dans son portefeuille, à quel point cette information, bon, ils m'ont trouvé sûrement un petit peu folle, mais bon, j'ai fait ma BA pour le coup. Mais c'est vrai que c'est impressionnant le nombre d'informations qu'on partage en ligne, puis c'est pour ça que nos trois bobines sont encore un petit peu tout emmêlées, parce que il y a la notion de sécurité, il y a la notion de vie privée, la notion de confidentialité. Il y a aussi, comme tu disais, Franck, la notion de dire, de qui est-ce qu'on se protège? De qui, de quoi on se protège? Moi, je compare souvent Internet à un puzzle en disant que, on éparpille nos pièces de notre puzzle un petit peu partout, puis les pièces de notre puzzle, de notre casse-tête, elles incluent à la fois des enjeux de sécurité, de vie privée et de confidentialité. Et un fraudeur, un pirate informatique ne va pas se contenter de juste scruter Facebook ou juste scruter LinkedIn. Non, il va vraiment aller chercher utiliser et chercher à rassembler l'entièreté ou une grande partie des pièces de mon puzzle pour reconstituer mon persona, pour reconstituer mon identité. Et on se rend pas compte, tu parlais justement du courriel, mais typiquement, moi, quelque chose que j'essaye de décourager aujourd'hui, c'est le partage de spécimens de chèques par courriel. On se rend pas compte de l'information qu'il y a dessus sur un spécimen de chèque. C'est quand même nos numéros de compte bancaire. On disait aussi l'autre fois en off, ça nous informe aussi de la banque. C'est quelle institution avec laquelle fait affaire l'entreprise ou la personne. Ça nous informe de beaucoup de choses. Et ça, c'est quoi? Est-ce que c'est un enjeu de sécurité, de confidentialité, de vie privée? C'est ça qu'on essaye de dénouer. Je vais parler aussi d'une chose très personnelle qui m'est arrivée la semaine dernière. On est tous très tentés de partager de l'information. On est tous humains, et même nous qui sommes sensibilisés quand même à ces enjeux-là, il y a des moments où est-ce qu'on a des failles. La semaine dernière, j'ai une amie qui m'a tagué sur Instagram sur une story justement, 5 facts, 10 friends. Donc 5 faits et 10 amis. Donc il faut donner 5 faits sur soi et taguer 10 amis ensuite. Donc j'ai été taguée là-dessus. Et là il y avait comme de l'excitation de dire c'est cool comme exercice. Il y a comme un petit autre quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit ouais, pas sûr. Je l'ai fait l'exercice, et 3 secondes après l'avoir envoyé la story, je l'ai effacé parce que je me suis dit, on se rend compte à quel point le nombre d'informations qu'on donne, c'est quand même de l'information très très privilégiée, des choses que c'est des facts, c'est des faits sur nous. Donc c'est pas des choses que la terre entière connaît nécessairement, et c'est beaucoup d'informations. Donc là il y a à la fois des enjeux de sécurité, donc de vie privée, de confidentialité, c'est un petit peu tout ça. Donc c'est complexe, et on se rend pas compte aussi au niveau des outils qu'on utilise en ligne, la géolocalisation, les outils de traduction en ligne. Tu parlais des outils en ligne, mais tu sais, tout ce qu'on rentre quelque part est stocké sur les serveurs de la plateforme. Ensuite il y a masse d'enjeux par rapport à ça, et c'est un peu cette confusion-là. En ce moment, je dis, la cybersécurité, c'est un mot qui veut plus rien dire. Il y a des gens qui vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais j'ai tendance à dire que c'est un mot où c'est comme une grosse casserole, une grosse marmite, puis on met plein de notions là-dedans, et finalement, ça veut plus rien dire. Et il y a autant d'expertise et d'experts qu'il y a de sous-catégories de la cybersécurité. La sécurité et la cybersécurité, déjà rien qu'entre ces deux notions-là, il y a une confusion, on mélange un petit peu tout entre c'est quoi la sécurité, la cybersécurité. Je pense que c'est un combo des deux. Déjà, en partant, on peut pas dissocier le cyber du physique, parce que si on met tous les systèmes en place, puis que là, pour rentrer dans des locaux, c'est un peu l'office du tourisme, on rentre comme on veut. Ça marche pas. La sécurité physique est importante. Et
Nicolas Loïc, tu faisais l'analogie la dernière fois avec le Canada, le Québec, Montréal. Non, c'est Franck, pardon. Peux-tu reparler de cette... un de vous deux, en tout cas, je vous laisse la parole sur cette belle analogie-là que je trouvais très parlante. Ouais, c'était moi qui avais commencé sur le fait que, oui, quelqu'un qui m'avait demandé un stage au Canada. Et là, j'ai juste enquéré de savoir c'était où au Canada, parce que pour les gens qui ne le savent pas, c'est immense, le Canada. Et pour savoir que la personne avait un stage à peu près à 1900 km de chez moi. Donc, c'est pas tout à fait dans ma zone. Donc, là, j'ai dû trouver, j'ai réussi à trouver une personne à cet endroit-là. Mais pour moi, le transit de là, c'est plusieurs heures d'avion là, de chez moi. Donc, c'est pour un Européen, c'est une notion qui est un peu plus probablement farfelue, ce genre de choses-là. Donc, elle est pas connue. Donc, c'est très, tout ça est finalement très intéressant, là. C'est une belle analogie. Je te dirais même que la notion, pour retaper là-dessus, c'est encore une fois les contextes. C'est pas le problème de... en effet, Emeline, la notion de dire cybersécurité ou sécurité ou autre. Pour ma part, j'ai toujours fait de la sécurité, peu importe comment elle s'appelle. Parce que les malwares sont aussi de la sécurité binaire, alors on pourrait dire, ou de la sécurité sur des appareils. Est-ce que c'est de la sécurité, on va dire de la sécurité IoT, ça va être de la IoT sécurité? Non, c'est sécurité, et sécurité, ça marche autant pour... La NSA fait pas de distinction et aux grandes dames avec évidemment Snowden entre surveillance de masse et tout ce qu'on connaît évidemment de ce que WikiLeaks ou les autres ont pu évidemment définir, de tout ce qu'on entend aujourd'hui des leaks, puisque ça devient plus ou moins à la mode au travers évidemment des années depuis lors. Ce que je pense à aujourd'hui, c'est que ce que moi j'avais découvert quand j'étais tout jeune avec le virus Brain qui décidait de vérifier ce que vous aviez dans votre Word avec un virus qui faisait plus de 4 kilos et des bananes, où maintenant ça serait genre un gros nez au plein milieu de la figure, jusqu'à maintenant en 2022 où désormais c'est de l'étatique, où c'est évidemment des combats de groupes évidemment très organisés et très gérés. D'ailleurs on le voit. C'est même passé, je veux pas faire non plus de la pub sur de la télé, mais c'est dépassé sur une très grosse pub nationale, une émission sur, quand je dis nationale, plutôt québécois, je pense, non, elle est nationale pour le coup, sur RDI, où il précisait la grosse arnaque sur les crypto-monnaies aujourd'hui sur Facebook et sur le fait d'acheter avec Elon Musk et autres. D'ailleurs, il y a un monsieur qui est passé à la télé qui s'est fait avoir de plus d'1 million de dollars sur cette histoire. Bon, bref, après, il y a les appâts d'agents. Encore une fois, c'est toujours une notion de phishing, c'est toujours une notion d'attrape à soi-même, comme on a essayé ou comme ton ami a dû te faire en disant fais 5 faits, t'inquiète pas, t'en auras 10 derrière. On est toujours attiré, évidemment, et ça c'est le propre à l'humain. Et encore une fois, le bug qu'on dit depuis, moi je l'entends depuis 40 ans, c'est le gars à 2 pattes qui est en face du clavier. C'est lui le bug. C'est pas la technologie, on l'utilise. C'est comme une voiture, c'est pas la voiture qui va vite, c'est la personne qui va dedans. Et puis j'ai pas envie de rentrer aussi dans les armes à feu et compagnie, parce que je veux pas lancer un débat, mais je crois que c'est, on est d'accord, il y a aucune arme à feu à terre qui tue quelqu'un, c'est un mec qui le tient comme un bout de bois ou n'importe quoi d'autre. Donc encore une fois, c'est des outils qu'on utilise et on les déplique. Si la crypto-monnaie existe, à aujourd'hui, peu importe ce qu'on en pense ou ce qu'on n'en pense pas, qu'on en connaît ou qu'on connaît au travers, ça permet aussi de faire que, l'histoire des camionneurs actuels, si tout le monde n'est pas dans une grotte, c'est que on a fait les sociofinancements, on les a bloqués. Là, on fait la loi d'urgence, on les bloque. Puis de l'autre côté, ils sont repartis sur les bitcoins et la crypto-monnaie pour pas les bloquer. Donc, encore une fois, quelque chose peut être défait pour être fait. Là où effectivement il faut faire attention, c'est les contextes. Et ce qui manque à aujourd'hui, c'est au-delà de la sécurité, c'est quel contexte? Contexte privé, contexte organisationnel, contexte entreprise, contexte ma famille, contexte est-ce que j'ai envie de... Puis je vais peut-être dire le terme qui va choquer tout le monde parce que c'est un terme, pavaner ma vie au travers des réseaux sociaux. Si tu as ce contexte-là, mon petit bonhomme, faut pas être surpris qu'à un moment donné, si en plus tu précises que tu as quand même pas mal d'argent et que ceci et que cela, c'est marrant, ta maison vient de te faire visiter. Ah oui, mais tu viens de le dire de partout que tu étais aux Bahamas avec tes superbes photos et que tu viens d'être parti. Donc, tu sais, les fameux vols où à l'époque les gens, je comprends pas, je me suis fait voler avec des trucs. Oui, mais enfin, t'expliques aussi. On aurait demandé ça à une époque de dire éclatez votre vie sur le net. On nous aurait crié à la Big Brother dictature ou genre télé-réalité où on le fait pas.
Facebook l'a fait d'une autre manière, ou en tout cas, il était le précurseur de tous les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Et c'est à peine si maintenant, c'est pas les gens qui le nécessitent. C'est un cadeau bonus pour l'intégralité de ces groupes et l'intégralité de ce qu'on donne. Parce que ce que moi, je précise à aujourd'hui, puis hop, je vous redonne la parole après si vous voulez rebondir, mais c'est l'identité numérique qui nous poursuit aujourd'hui. On a une identité physique et elle est là, ta frontière, au travers de dire cybersécurité ou sécurité. Sécurité, elle reste pour dire, est-ce que vous fermez la porte quand vous fermez le matin de votre maison? Je crois que oui. La même chose pour votre voiture. Donc, faut le faire aussi pour ses propres outils. Je pense pas que vous mettiez vos codes de banque à droite à gauche ou que vous disiez, je laisse ouvert ma banque sur mon écran et puis allez-y, les gars, vous inquiétez pas, le cookies est propre pendant 24 heures, servez-vous si vous avez un problème. Bref, je veux dire, donc par défaut, on fait du two-factor, on fait attention à un certain nombre de choses là-dessus. Donc, la même chose, c'est comment on fait cette identité numérique. Est-ce que quelqu'un a un trachage de son spider de cette identité numérique? Parce qu'elle est là. Autant en entreprise, et encore pire en entreprise, que évidemment en vie privée. Parce que le spider de la vie privée va donner évidemment à savoir ta surface d'attaque ou ta surface de problématique évidemment pour ton entreprise aussi pour laquelle tu travailles éventuellement. Et puis en même temps, de l'autre côté, c'est qu'est-ce que tu laisses comme trace? Si demain, par exemple, tu disparais, est-ce que ta femme est capable de récupérer toute ta vie numérique? Ou est-ce que si la femme disparaît, est-ce que son mari peut récupérer toute sa vie numérique? Est-ce qu'on a le droit à l'oubli de sa vie numérique? Il faut savoir que Google, comme Facebook, c'est 2 ans, c'est 18 mois et 2 ans, à part si tu les as setupés correctement. Ça fait jamais plaisir d'avoir un mur qui tourne toujours et avec des gens qui balancent quand la personne n'est plus là ou que donc est-ce que vous aviez des comptes cachés? Est-ce que vous pouviez aller sur PayPal? Est-ce que vous aviez du gambling? Est-ce que vous aviez des trucs porno? Est-ce que tout ça doit être évidemment effacé, trié, testé? On arrive à faire du notaire 3.0 pour de la vie après coup, en se disant est-ce que ma vie numérique peut s'arrêter? Est-ce que mes gens avec qui je vis sont capables de le faire? Ça va jusqu'à là, la sécurité. Donc, pour moi, la sécurité, c'est un tout qui est une sécurité physique en tant que telle et une sécurité numérique par rapport à sa vie au quotidien, mais aussi à ses proches. Parce que ce que vous oubliez souvent, c'est que tout ce que vous dégueulez sur Internet, automatiquement a une répercussion lorsque vous le voulez sur votre privé professionnel ou sur votre famille en même temps. Parce que les gars que vous avez en face, et encore une fois, selon le contexte, le layer et tout ce que j'ai dit, entre ce que vous voulez vous défendre ou contre qui, je me doute que le commun des mortels en a rien à secouer de savoir que l'État des États-Unis le surveille, ou en tout cas, est-ce qu'il va le surveiller? Je pense pas, sur les milliards, mais je veux dire que par défaut, ça n'arrive pas qu'aux autres, surtout avec le leakage évidemment des identités comme, puis je veux pas la noter, une banque au logo vert, si personne évidemment est resté sous grotte depuis 2-3 ans, on sait le gros leak qu'il y a eu, plus aussi une structure qui gère nos impôts dans ce pays aussi, il y a eu un gros leak aussi, donc par défaut, ça j'ai pas dit non, par défaut, tout ça fait qu'il y a des identités qui se baladent à pas cher. Donc c'est pour ça que faut faire attention et je reviens à ce que tu as dit. Il n'y a pas de cybersécurité, il n'y a pas de sécurité binaire, il n'y a qu'une sécurité tout court et cette sécurité doit faire partie de notre quotidien. De plus que si moi j'ai cette chance de vivre en informatique depuis 35 ans, je peux vous assurer qu'elle est encore pire maintenant qu'elle n'était évidemment il y a dans les années 90, évidemment ça va de soi, puisque c'était non pas interconnecté comme c'est connecté aujourd'hui. Ça amène vraiment une autre notion super intéressante, c'est la frontière difficile aussi entre le personnel et le professionnel à ce moment-là aussi. J'adore ce que tu as mentionné par rapport au droit à l'oubli et j'ai même envie de mettre des bémols là-dessus par rapport au droit à l'oubli. Justement, j'avais une question de mes étudiants dernièrement par rapport à ça, par rapport au droit à l'oubli, mais moi j'ai dit mais c'est encore drôle parce que ce qu'on publie sur Internet reste sur Internet, même si on fait affaire avec les plateformes, puis les plateformes effacent ce qu'elles ont sur nous, mais qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part qui a fait un clic droit, qui a enregistré la photo et que ça ressort sur Internet. Donc, avant de publier, avoir le pas de recul, se dire est-ce que c'est une bonne idée de le publier? Parce que du moment où je publie, je perds le contrôle sur ces données-là. Donc, d'avoir cette réflexion-là. Donc, droit à l'oubli, je mets oui avec un petit astérix parce que des fois, ça va au-delà de ce qu'on peut nous-mêmes gérer. J'aime l'idée de notaire 3.0. Peut-être que ça donnera des idées à des gens qui nous écoutent, qui veulent se réinventer d'une certaine façon parce que je pense effectivement que ça va vraiment amener des enjeux au niveau réputationnel aussi, au-delà de la vie. T'es dans
ça reste, c'est quand même assez impressionnant. Et tu parlais aussi du contexte. Tu sais, le contexte, dans quel contexte on parle de ces notions-là de sécurité, de confidentialité, de vie privée. Moi, je pense, et je suis très curieuse d'avoir ton point de vue aussi, mais je pense et je vois dans ma pratique que certains contextes parlent plus que d'autres, dans le sens où la sécurité, ça va peut-être parler plus que la vie privée, malheureusement. Malheureusement, on a tendance à sous-estimer la valeur de nos données. Eux, les grandes compagnies de ce monde l'ont bien compris, la valeur de nos données. Mais ça m'amène à la notion que finalement, ces notions qu'on essaye d'amener aujourd'hui sont uniques pour toutes et tous. J'avais une question très philosophique, je te le disais en off, d'un étudiant dernièrement qui m'a demandé, madame, à chaque fois, quand je dis madame, je le répète, mais à chaque fois, ça me bug. Madame, donc Emeline, c'est quoi la définition de la sécurité d'une façon plus psychologique? C'est quoi la sécurité? Et que là, moi, je suis rentrée dans ma tête, puis de réfléchir, de dire, c'est vrai, c'est une bonne question, c'est quoi la sécurité? Et moi, je reviens à dire que la sécurité est unique à toutes et tous. Chacun a sa propre définition de sa sécurité à elle. Parce que la sécurité, il y a toujours un compromis à faire entre sécurité et fonctionnalité. Généralement, plus c'est sécuritaire, on a tendance à penser que c'est moins fonctionnel. Donc, c'est pas toujours vrai, mais dans la plupart des cas, c'est vrai que plus c'est sécuritaire une plateforme, moins c'est fonctionnel, moins c'est sexy à utiliser, moins c'est user-friendly. Et inversement, plus c'est fonctionnel, souvent, je vais avoir mis de côté plusieurs éléments de sécurité. Donc, chacun va devoir trouver sa balance. Puis là, je sais que c'est de l'audio et là, vous me voyez avec mes mains trouver une balance, mais je pense que vous comprenez l'idée de dire qu'il faut trouver une balance. C'est quoi notre confort à nous entre sécurité, avoir un niveau de sécurité qui est acceptable et quand même avoir une certaine fonctionnalité des outils qu'on utilise. Et je pense qu'il y a beaucoup de fausses croyances par rapport au fait que justement, plus c'est sécure, moins c'est fonctionnel. C'est pas nécessairement vrai. Il y a des outils qui sont à notre disposition. Il faut juste peut-être être curieux, concerné et ne pas attendre qu'on nous protège. Ça, c'est une autre notion aussi, je vais y revenir, mais pour revenir à cette question de sécurité, qu'est-ce que tu en penses, toi, Franck? Est-ce que la sécurité, est-ce qu'il y a une seule sécurité ou est-ce que, un peu comme ma vision à moi, il y a autant de sécurité qu'il y a d'individus? Autant d'individus, je te dirais que non, parce qu'il y a toujours du refactoring à gérer et que normalement, il y a des points précis. Je veux dire, une clé d'une porte, elle est différente, la clé, mais il y a toujours une porte avec une clé pour une maison. On est d'accord, hein, c'est toujours le même débat. Encore une fois aussi, un mot de passe est un mot de passe. Après, c'est toujours un login avec un mot de passe pour tout le monde. Et quand on le dit qu'il faut mettre du two-factor, il faut mettre du two-factor, même si c'est pas la panacée, parce que les plus grands. Mais encore une fois, ça aussi c'est encore une règle de 80-20. Si ça marche pour 80% des gens, ça fonctionne quand même en globalité. Pour les 20 autres, ça veut dire qu'ils ont une surface d'attaque plus grande ou que ça fait partie du monde professionnel. Faut aussi arrêter d'être le pompier pyromane. J'ai toujours des problématiques avec certains des gens avec qui j'ai pu travailler ou que je travaille ou que je vois dans le monde de la sécurité, des fois d'en faire de trop, parce que j'ai l'impression de voir la CIA ou la NSA en train de dire on va mettre le feu là où il faut pour évidemment avoir le budget à la fin de l'année. Il faut arrêter ça aussi. On n'est pas non plus parce qu'après il y a de la fainéantise. Hein. C'est toujours le même débat au travers évidemment de la sécurité. C'est que pourquoi ça pète les gens, c'est parce que on dit non, c'est pas que c'est moins fonctionnel ou moins productif, c'est que c'est plus long à mettre en place. Des fois, ça peut coûter un peu plus cher si on demande évidemment des techniques plus élevées, mais en même temps, c'est que ça va ennuyer la partie humaine de dire faut que je me relogin, faut que je appuie sur mon truc, faut que je reprenne ma clé, je refais. Mais si tu fais pas ça, en tout cas en 2020, en 2022, t'es mort, parce que évidemment tu vas pas mettre un mot de passe de 8 caractères, tu vas pas mettre évidemment pas de double ou triple ou MFA comme évidemment le buzzword veut le dire aujourd'hui, tu vas pas évidemment faire attention de faire il y a des contre-mesures aussi que Google donne, que d'autres donnent, et encore une fois je me défends pas par rapport à Google, je me défends par rapport à un autre contexte, hein. Encore une fois, le layer est important. Dès qu'on mettra un layer et que c'est important, automatiquement les gens savent contre quoi ils se battent. Est-ce que je suis un terroriste ou est-ce que je suis dans le monde des flics? Est-ce que je me bats contre des méchants? Non. Ok, j'ai moins de problèmes. Mais est-ce que je me bats éventuellement contre des gens qui pourraient récupérer des données contre mon entreprise? Oui. La problématique, moi j'ai des gens avec qui je travaille, et là je pourrais pas le préciser, sur du SOC. Donc le SOC, pour les gens qui nous écoutent, c'est évidemment à mon avis, à ce niveau-là, gérer sur la partie, comment on pourrait dire, gérer sur la partie vraiment
Ouais, on va préciser qu'en fait, par rapport à la notion de gestion d'attaque, c'est que tu vas évidemment t'auto-adapter sur ton contexte actuel. C'est-à-dire que si effectivement tu n'as jamais eu de problème, c'est quelqu'un qui n'a jamais de maladie chronique ou qui a jamais eu de problèmes médicaux. Il va pas comprendre que l'autre en face, en problèmes médicaux, pourrait évidemment être plus insécure. Ça a été d'ailleurs un des gros problèmes aussi pendant la pandémie et au travers évidemment de tout le monde médical. C'est sûr que quelqu'un qui a un diabète de type 2, qui a des problèmes pulmonaires, va être beaucoup plus insécure que l'autre. C'est ça les contextes aussi qu'on a. Et on le retrouve aussi en sécurité informatique, encore une fois. Et donc tout ça fait que, et ça c'est vraiment dans une notion importante évidemment dans le point de vue évidemment de gestion, c'est que il faut impérativement se dire, OK, si moi je décide effectivement de vouloir, et quand je dis moi, c'est les gens en général, donner évidemment telle et telle information ou dans tel contexte que je décide, pourquoi moi mon contexte est pire? Parce que, comme je le disais à l'instant, quand on travaille évidemment sur un SOC, donc SOC c'est Security Operational Center, en anglais c'est Centre d'opération de sécurité, dans certaines entreprises, s'ils scannent que votre vie privée est trop dangereuse, ou trop éventuellement pas dangereuse, mais en surface d'attaque parce que vous avez, je sais pas moi, 10 comptes de réseaux sociaux que vous postez à tous les jours ou que ceci ou que cela. Souvent, la plupart du temps, ces gens-là, non, parce qu'ils sont dans le domaine depuis très longtemps, mais ça peut arriver, ou éventuellement leur famille, parce que ça aussi, on n'est pas dépendant aussi d'avoir évidemment enfants ou femmes ou sœurs ou frères qui peuvent évidemment avoir un problème. Là, pour le coup, effectivement, ils refusent de vous prendre ou de gérer, évidemment, d'être à l'intérieur d'une équipe de sécurité et pourraient éventuellement vous dire non, vous devez absolument changer votre façon de faire pour le faire. Il y a déjà même des banques aujourd'hui qui font signer des NDA et qui disent que si vous rentrez évidemment dans notre équipe de sécurité, vous devez annuler l'intégralité de vos réseaux sociaux aujourd'hui. Donc c'est un vrai réel, et voilà le contexte qui change. C'est-à-dire que l'entreprise elle-même dit tu veux rentrer à tel endroit ou à tel endroit, on ne doit pas te connaître. Un truc tout bête, puis je vous redonne la parole là-dessus, c'est on parle du cloud public, c'était le cheval de bataille aussi au travers de Nicolas par rapport à Azure, Amazon ou peu importe, ou Google. Je connais un peu plus le côté, encore une fois, Microsoft parce que j'ai la chance d'en avoir et d'en connaître un, mais les gens qui font partie de l'organisation du structure des data centers de Microsoft et de tous ceux qui ont, alors je sais pas si à aujourd'hui, parce que ça fait un petit bout de temps que j'y ai pas causé et qu'on avait fait, mais moi je sais qu'à juste encore un peu avant de la pandémie, puis j'avais suivi une formation pendant une semaine Microsoft où un des gars me l'avait aussi reconfirmé, mais toute l'équipe qui gère la partie comment on monte un data center, comment on les crée, où on les fait. D'ailleurs, normalement, les data centers sont plus que sécuritaires à pas savoir où ils sont. En tout cas, on a peut-être après des idées si vous suivez les bonnes personnes, mais je veux dire, on sait pas. Mais eux qui les fabriquent, qui les gèrent, qui savent comment à l'intérieur, dans leurs conditions d'embauche, c'est un déménagement tous les ans. Et même les RH n'ont pas leur nom, c'est un numéro qui est donné. Pour que justement, comme une banque, on ne puisse pas les choper ou qu'on ne puisse pas évidemment choper leur famille pour gérer évidemment une contrepartie là-dessus. Donc, voilà le layer. Pourtant, là, ils travaillent pas pour les militaires ou ils travaillent pas pour de la défense armée à outrance, ou on travaille pas pour les trucs, mais ça devient aussi importante que pour les notions. Donc, c'est pour ça que c'est géré de cette manière. Donc, effectivement, tous les layers gérés et la partie de sécurité doit faire vraiment partie prenante de votre vie au quotidien, et dire qu'au moment où vous mettez quelque chose en ligne, peu importe quoi, ou comment vous considérez évidemment d'interagir, même au travers de votre entreprise ou pour votre entreprise, vous avez un impact obligatoirement qui est géré au travers évidemment des layers que vous dites, ah ouais, si là je mets ça, oui, si tu dis ouais, ma banque a changé de truc ou elle a fait un appel, ça y est, on vient d'avoir, je sais pas, une série B, oui, c'est bon de dire, mais comment on le dit? Est-ce que c'est plus par voix? Pourquoi les grosses entreprises passent par une voie de communication unique? C'est pour que le message soit traité, trié. Alors après, il y a des notions d'obligation de loi, mais elle est aussi traitée pour dire attention, on ne doit pas non plus aller trop loin, dire où c'est, de quelle manière. Surtout quand la boîte est plus petite, évidemment, l'entreprise est plus petite, mais c'est aussi pour ces manières-là.
Et là, à ceux qui nous écoutent, vous êtes peut-être très découragés de tout ce qu'on dit. Et puis, c'est normal. Je pense qu'il faut prendre une petite bouchée à la fois aussi. Je dis souvent qu'il faut être indulgent envers soi-même, que la sécurité ou toutes ces notions connexes, si on peut, sécurité et AL, comme quand on fait des travaux à l'université. Mais c'est une question, c'est progressif. On peut mettre tout en place du jour au lendemain, puis être top notch. Oui, mais probablement que vous allez faire une overdose de sécurité. Peut-être que vous n'allez plus jamais écouter le podcast ici, puis c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut prendre une petite bouchée à la fois, on y va un pas à la fois. Donc, si on s'en va tranquillement, probablement vers la fin, mais en termes d'outils, moi, je vais en nommer quelques-uns, en tout cas des pistes de réflexion d'outils qu'on pourrait utiliser à la place de ce qu'on fait dans notre tous les jours. Et Franck, si tu en as d'autres qui te viennent en tête, mais quelque chose que j'aborde tout le temps et qui est tout bête, c'était typiquement le HTTPS Everywhere, qui est HTTPS partout, qui est une extension qu'on peut mettre sur notre navigateur qui vient de façon simplifiée, qui vient forcer la connexion en HTTPS. Si vous avez aucune idée de ce que c'est le HTTPS, je suis sûre que Nicolas Loïc a un podcast là-dessus probablement. Sinon, il va falloir qu'on tourne ça ensemble. Mais HTTPS Everywhere, de se dire aussi qu'on a des alternatives. Je parlais des traductions tout à l'heure, les outils de traduction. Au lieu d'utiliser l'outil de traduction de Google, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui sont beaucoup plus, j'ai envie de dire le mot respectueux, mais je ne sais pas si je vais aller là-dedans, mais en tout cas plus concernés par notre vie privée. Il y en a, DeepL, par exemple, qui en est un, pareil, par rapport aux outils de map, la cartographie. Il y a d'autres choses que Google qui existent. Il y a d'autres outils en termes de messagerie instantanée. On a fait d'ailleurs des épisodes par rapport à Signal. Donc, les messageries, Signal, son chiffrement aussi, comment ça se passe derrière. Il y a du beau contenu vraiment sur les podcasts. De ton côté, Franck, qu'est-ce que tu en penses? On en parlait un petit peu en off aussi, du choix du navigateur, du moteur de recherche. Ça aussi, c'est des pistes peut-être intéressantes. Honnêtement, il y en a tellement, et encore une fois, ça dépend du contexte, qu'on pourrait carrément, je pense, en faire un podcast unique là, dans tous les débats, dans tous les aspects, dans tous les aspects d'Internet, parce qu'il y a toujours son contre-mesure. Par défaut, en l'occurrence, la notion de mail, on le sait très bien, c'est d'ailleurs une des choses que j'avais fait sur la présentation de Splinternet, c'est que ce qui est très drôle là aujourd'hui, c'est que les gens du monde numérique, pour se cacher au travers des data centers et compagnie, ou en tout cas de toute cette notion de gestion à date de la 5G appartient aux Chinois, les problèmes des 5 eyes, des 9 eyes et des 14 eyes que les gens ne savent pas, mais dont le Canada en fait partie d'origine, hein, puisque je rappelle que c'est Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie et l'Angleterre. Donc ça donne quoi? Ça donne des lois militaires et des lois logiques que, même si vous utilisez du VPN mais que vous avez fait des choses de mal, peu importe, vous inquiétez pas, la loi passe au-dessus. Donc de toute façon, vous pouvez vous planquer partout. Là, les providers, comme les VPN, devront de toute façon donner vos logs au contraire. Donc c'est là aussi, on disait, le fameux niveau de sécurité. Donc si vous voulez vous sécuriser là où vous avez les pays qui sont entre les 5, les 9 et les 14, oubliez les VPN et oubliez les points. Il y a d'autres manières pour le faire. Mais pareil, encore une fois, c'est la notion de browser où on précisait que oui, est-ce que Chrome peut être plus privé ou non? Non, il n'est pas privé parce qu'en tout cas, Google ne le sera pas pour vous. Donc ça, c'est indéniable de toute façon. Puis là, c'est dans la masse que des fois on se planque. Hein. D'ailleurs, les gens, et la plupart du temps, les méchants se planquent plus dans un Twitter ou dans un Facebook parce qu'il y a 1 milliard de personnes ou 400 millions de bots et que c'est plus facile de se planquer là que de se planquer dans Tor. Pourquoi plus facile? Parce que Tor, même ses sorties d'exit sont évidemment gérées ou monitorées à outrance. Donc ça aussi, c'est encore une question de est-ce que je me planque de où est Charlie puis que c'est pas facile de trouver Charlie dans la masse. Puis des fois, les choses qui sont les plus cachées au milieu de la figure sont toujours les choses les plus difficiles à trouver. Donc ça, c'est une chose aussi. Maintenant, tu as entièrement raison qu'il faut vérifier les certificats, vérifier HTTP. Le HTTP Everywhere, effectivement, ça vous permet effectivement de gérer le côté check à gérer. Mais moi, je vous dirais surtout, c'est que si vous voyez un site qui n'a pas évidemment le cadenas, c'est au revoir, messieurs, dames. Ça cherche au-delà de votre extension que vous feriez éventuellement par défaut. Mais encore une fois, HTTP Everywhere, moi j'avais fait une petite présentation là-dessus pour gérer quelques extensions, évidemment Chrome et Firefox en effet pour le faire, mais
Ce qui est très drôle, c'est que ce qu'il faut comprendre dans les certificats, un certificat, c'est comme un passeport qui vous permet de gérer les clés publiques. Hein. On est bien d'accord, hein, je le schématise un petit peu là, mais prenez un passeport, vous mettez toutes vos clés publiques et quelqu'un d'une autorité au-dessus doit signer que ces clés publiques appartiennent bien à Emmeline et non pas à quelqu'un d'autre. Donc là, on met après un certificat qui fait qu'on peut truster ce certificat. Mais la plupart du temps, les autorités hautes qui évidemment signent ces certificats, ils viennent d'où? À 80%, ils viennent des États-Unis. Par défaut encore, faut savoir. Alors c'est sûr, hein, VeriSign va pas s'amuser, Tote non plus, Komodo non plus. Bref, vous pouvez avoir confiance. Oubliez et faites attention aux kill chains qui sont évidemment gérés, parce que si vous n'avez pas une notion de route, des fois ça peut descendre à avoir 3 ou 4 évidemment descentes au niveau de la clé de chaîne. Mais moi, ce que je veux en dire, et c'est surtout la chose la plus importante, c'est vérifier d'où ils viennent et d'avoir effectivement ce fameux cadenas pour être sûr et certain. Alors, c'est sûr que quand vous allez utiliser Google, votre banque, Twitter, enfin tous les plus gros aujourd'hui, vous n'avez pas trop de problèmes à ce niveau-là, au moins pour le transport. Mais à la limite, c'est pas le transport qui est problématique après. Comme le convoi, on peut attaquer le convoi pendant la route, mais on sait que c'est compliqué ou autre, mais c'est comment on va l'attaquer avant. Donc avant, est-ce que votre poste est bien protégé? Est-ce que votre poste, évidemment, est bien mis à jour comme il se doit? Est-ce que votre poste a bien les bonnes protections? Est-ce que en face, évidemment, puis c'est là encore revient la fait, est-ce que mon site internet est protégé? Est-ce que l'entreprise sur laquelle je vais est protégée? Donc c'est tous ces aspects-là. Pour la partie web browser à ce niveau-là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un nouveau browser qui, moi, je l'utilise plus du côté mobile que du côté desktop, mais je l'utilise aussi en desktop. D'ailleurs, quand je veux tout de suite faire, c'est Brave. Brave, il faut savoir qu'il a été fait l'entreprise a été montée par Brandon Hirsch. Donc, si les gens connaissent un petit peu les mouvances, les mouvances de développement, ou en tout cas les vieux de la vieille de l'informatique, c'est mon cas, je suis un peu Jurassic Park, on est comme Nicolas parce que j'ai même couleur de cheveux, personne ne peut le voir, mais on est un peu blanc, gris en tout cas. Emmeline est toute jeune par rapport à nous. Le but du jeu, c'est que Brandon Hirsch, c'est le papa de JavaScript. Donc évidemment, ça date depuis les années 98 à 2002. Tout ce que vous utilisez en JS, c'est Brandon Hirsch qui a mis en place le JavaScript. Donc il faisait partie de Gecko, il faisait partie de Firefox. Je ne vais pas rentrer dans le débat du pourquoi il est parti de Firefox. Vous irez lire sur Wikipédia parce que c'est pas le débat d'aujourd'hui. Pour des choses qui font que, bon, bref, c'est en dehors du débat du truc. C'est un truc privé pas très cool, mais je vous laisserai lire et puis vous verrez, vous ferez votre propre opinion vous-même. Mais ce monsieur-là a décidé de monter Brave et de se dire, bah ok, vous décidez. Puis là, Brave, qu'est-ce qu'il a changé? Il a changé que l'advertising tel qu'on le définit, parce que un truc tout bête, hein, puis je sais pas si Emmeline pourra après rebondir dessus, mais ce qui est très drôle, c'est que quand vous surfez sur quelque chose que vous détestez le plus. Si vous n'avez pas de protection adéquate. Genre moi, par exemple, j'avais fait un test où je déteste les tondeuses et de gérer l'extérieur, c'est pour ça que j'habite en ville. Puis là, vous allez sur les tondeuses, vous faites les trucs, puis vous faites ça pendant 3-4 heures. Vous allez voir que vos pubs qui vont arriver, les différentes bandeaux d'accès et compagnie, au bout de même pas 24 heures, c'est à peu près 8 heures maintenant, hein, c'est entre 7 et 8 heures. Bing! Hey, nouvelle tondeuse à tel endroit, nouvelle machin à tel truc, viens acheter ça sur Amazon, viens acheter ça sur ceci. Donc on voit qu'on est évidemment pisté, hein, et ça aussi, c'est les notions de tracker. Donc, Brave, l'avantage, c'est qu'il vous élimine ça et il vous élimine aussi les ADS, donc les ads, les advertising. Il élimine parce que lui, il estime que ça va de celui qui fait la pub à vous. Et il était malin, il a créé sa propre ICO, il a créé sa propre monnaie crypto. Et il vous demande, puis ça, faut pas le faire par contre, et il vous demande évidemment d'enregistrer votre wallet et de votre propre crypto pour que votre profil puisse dire, quand vous allez surfer, en plus, même avec les publicités ciblées, vous allez être payé, entre guillemets, avec sa monnaie pour pouvoir le faire. Mais là, c'est aussi une façon de vous traquer, c'est aussi d'autres points. Donc, je dirais qu'à aujourd'hui, Brave, il est excessivement, on va dire, performant, en tout cas sur les mobiles. Android, c'est vraiment l'outil majeur. Maintenant, comme vous a dit Emmeline, au travers de l'HTTPS, il y a Privacy Badger qui est très très bon.
aussi pour tout ce qui est tracker. Vous avez évidemment l'IP DNS qui est évidemment aussi qui vous permet évidemment, alors le nom exact de le truc c'est DNS Lytics, en fait c'est comme ça qui s'appelle l'extension DNS Lytics. Vous avez évidemment et je vous invite à utiliser celui de Chris Frederick pour ceux qui sont un petit peu plus développeurs, qui est le web développeur, parce que là, lui, il vous permet vraiment de voir tout ce qui se passe sur une page et que ça permet, en tout cas pour ceux qui sont un peu plus techniciens, c'est quand même évidemment plus sympa. Et vous avez un truc ici qui est très très bon, qui est j'en ai deux moi que j'utilise, c'est Build With. Donc en anglais, excusez-moi de mon accent peut-être un peu merdique là, mais fabriqué avec. Et puis celui qui est le plus connu, c'est WAP, donc W-A-2-P Analyzer, donc Wapalizer, et Wapalizer vous dit tout de suite les technologies sur lesquelles évidemment les sites font et passent. Comme ça vous permet de savoir s'il est aussi mis à jour avec son PHP. Est-ce que au-delà du certificat, au-delà de mettre en profil, au-delà de mettre les choses, est-ce que, je sais pas, moi, le site est derrière Cloudflare? Est-ce que le site est bien dans les bonnes versions de PHP? Est-ce qu'il utilise un CRM particulier qui est quand même attaqué, genre WordPress, Joomla ou peu importe? Est-ce que c'est fait maison? Est-ce que c'est géré? Donc, on a éventuellement des petites choses à ce niveau-là. Puis dernièrement, DuckDuckGo, qui est aussi l'autre moteur de recherche normalement. Enfin anti, comme ils l'ont dit, hein, c'est américain, ils ont eu des choses aussi à gérer là-dessus, mais en tout cas qui normalement vous filtre pas quand vous faites vos recherches, mais je vous rassure, hein, vous êtes déjà filtré quand vous sortez de votre routeur par votre provider. Eux par contre ont fait un DuckDuckGo Privacy Browser, mais uniquement pour Android et iOS. Puis là honnêtement, pour l'avoir testé dernièrement entre Brave et lui, je sais pas, je suis encore dubitatif, mais je trouve que il est très très proche de quand on le fait passer évidemment par un P-Wall par exemple ou par AdGuard, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont bloquées. Donc il y a quand même beaucoup de moyens qui sont évidemment à gérer pour encore une fois. Et puis pour revenir à ce qu'Emeline a fait pour le HTTP Everywhere Secure Connection. Tout dépend contre quoi vous voulez vous sécuriser et vous voulez gérer. C'est ça la priorité. C'est je veux laisser mes traces et là on parle d'anonymation et attention, c'est pas la même chose que ce qu'on vient de dire entre privacy et éventuellement confidentialité et compagnie, même s'il y a un peu une liaison. Mais moi quand on me dit qu'on veut être anonyme, c'est que c'est pas pour faire évidemment des choses où je veux devenir anonyme. Donc oui, évidemment les deux autres sont pris par défaut, mais je vous dirais qu'à la limite le meilleur moyen c'est de passer par du by design. Montez-vous une VM sur un cloud quelconque, il y aura que pour votre provider qui saura que vous êtes connecté sur cette VM-là. Puis cette VM-là, faites-la sur AWS, sur Azure. Puis d'une VM, vous en ouvrez une autre d'une autre VM. Comme ça, vous êtes déjà vous-même VM sur une autre VM. Puis là, dans cette VM, vous en mettez une qui est au Royaume-Uni ou en Europe, puis d'une autre qui est au Japon, puis au pire du pire, si vous voulez faire du Japon, hop, vous revenez en Allemagne ou vous revenez aux États-Unis. Là, pour le coup, à part le provider et à part le cloud public, personne pourra savoir où vous êtes et vous pouvez lancer tous les trucs qui vous fera plaisir. Là, même ça, je vous invite au fait, allez, pour une fois, Polysecure va permettre de faire du hacking. Même ça vous permet de regarder du Nextfix ou du truc anti, évidemment, de l'endroit où vous êtes connecté, puisque c'est votre VM qui est connectée à l'endroit du secteur. Donc, ça vous permet d'aller voir, évidemment, des films que vous auriez pas le droit de voir. Mais bon, Netflix est en train de corriger ce problème parce que quand vous allez vous loguer avec votre compte, évidemment, est nord-américain. Donc, faut faire attention. Il y a d'autres affaires pour le faire. Mais en tout cas, bref, c'est possible. Et puis, évidemment, c'est comment je défais mon cache, comment je clear mes URL, comment je défais mes blocking. Il y a eu Block aussi, Block Origin, hein, qui est très connu comme extension. Donc, effectivement, il y a quand même une arsenal là aujourd'hui qui permet de le faire. Je vous invite d'ailleurs, malheureusement, Chrome le fait pas tout à fait comme ça, mais Firefox, moins fan de Firefox avec les années, mais Firefox, il y avait une notion de collection. Et il y a des gens qui ont fabriqué des collections de sécurité avec des extensions de sécurité qui sont en Firefox. Et pourquoi j'en parle au travers évidemment de Firefox, c'est l'avantage, c'est que cette collection-là, la plupart du temps, pour à peu près facilement, au moins 80-90% d'entre eux, si l'extension existe dans Firefox, elle existe dans Chrome. Donc le but est d'aller voir Firefox si même vous ne l'êtes pas.
Vous regardez la collection de sécurité, vous dites ah ouais ça, je revais dans Chrome, je regarde si vous voulez Chrome ou Brave. Je vous rappelle que tout c'est Chromium, hein, même Edge maintenant est Chromium, donc c'est tous compatibles en tant que tel. Hein. Il y a pas de maintenant c'est le même moteur qui est derrière de toute façon, donc là vous avez les moyens de l'installer. Et si vous nous écoutez encore en ce moment, félicitations. Parce que vous avez peut-être mal à la tête et je réitère que c'est normal, que c'est un processus, il vaut mieux y aller doucement, tranquillement. Et moi, je vous invite sincèrement à cet épisode-là à l'écouter une première fois, puis à le réécouter et à pas hésiter à prendre des notes, pas hésiter à communiquer avec nous pour avoir des éclaircissements si besoin ou autre, mais c'est félicitations si vous êtes encore là, ça démontre un grand intérêt de votre part. Et puis Franck, est-ce que tu veux, moi je m'en irais vers une phrase de conclusion, mais je voudrais savoir s'il y avait des choses que tu aurais voulu qu'on mentionne avant de conclure gentiment. En fait, la mention importante qu'il faut et le message qu'on veut faire passer sûrement aujourd'hui, c'est faites-vous une introspection interne de est-ce que vous utilisez la technologie pour la technologie? Est-ce que vous êtes juste, je me doute, hein, plus de 70% des gens aujourd'hui ne travaillent pas non plus dans le monde numérique ou n'est pas dans le monde au quotidien. Mais les gens ont toujours aussi leur acquis financier, leur identité à elle. Donc s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, c'est de dire, si vous pensez que vous êtes pas touché, c'est une belle connerie. Je le dis comme ça au moins il y aura un impact, parce que moi j'ai des copains ou des gens qui sont autant dans l'informatique qui ne le sont pas, et à cause des leaks que j'ai parlé, ont été usurpés en identité, sont vus faire que leur compte a été éventuellement bloqué par leur banque parce qu'elles se sont aperçus qu'ils voulaient acheter une voiture à Winnipeg et qu'ils habitent à Québec, là à côté de Sainte-Foy, que éventuellement on a décidé de faire une sorte de compte en banque avec leur compte et ainsi de suite, parce qu'il y a moyen de savoir, et je vous le rappelle, hein, à cause de la fameuse nom de jeune fille, date de naissance et compagnie, avec des sites comme Credit Karma et Borrowell, on peut évidemment savoir si votre cote est viable. Évidemment, plus votre cote est viable, plus vous êtes bankable, vous êtes comme une boîte. Donc, l'usurpation d'identité est fait pour tout le monde. La notion de se faire prendre est fait pour tout le monde. Le fait de se faire dire éventuellement ou même de se faire ficher à la place de quelqu'un est fait pour tout le monde. Et malheureusement, c'est comme un viol ou comme éventuellement un attaque ou un vol, évidemment, dans une maison. On se sent évidemment, on a pris. Mais alors, les gens en donnent beaucoup, mais il faut pas être étonné, évidemment, du retour éventuellement possible. Parce que la vie aujourd'hui fait qu'on met toujours une source de gens contre une autre source de gens, peu importe comment, mais c'est comme ça que l'être humain fonctionne. On l'a vu là en temps de pandémie ou en temps de guerre ou en temps de peu importe. Donc, faut toujours faire très attention. Maintenant, je dirais que la notion de VPN, la notion de ce que vous a dit Emeline sur la partie browser, sur la partie extension, la notion évidemment des mails, comme Proton Mail éventuellement ou Proton VPN, comme je disais tout à l'heure avec Splinternet, c'est que la présentation que j'avais fait au Secure l'année dernière, c'est qu'à aujourd'hui, ce qui est très drôle, c'est qu'on revient avec des gens qui veulent remettre leurs choses en Suisse. C'est-à-dire que les data centers qui sont en Suisse, ils reprennent la vraie vie de l'époque pour le secret bancaire ou pour le côté de basculer ou le monde numérique. Maintenant, tout est en Suisse pour évidemment pas avoir le fameux 5AX, 9AX, 14AX et pour avoir évidemment les problèmes là-dessus. Donc, et ProtonMail est en Suisse aussi, ou Proton VPN est aussi en Suisse aussi. Donc, c'est là où on se dit, on réinvente jamais la roue. C'est toujours la même chose. On met des layers très compliqués au-dessus. Donc, il faut juste prendre un peu de recul en se disant, est-ce que moi-même, je sais où j'ai mes affaires numériques à date? Est-ce que je connais tous mes comptes? Est-ce que j'ai été sur un Kijiji quelconque et que j'ai pas tourné? Effacez-le. C'est comme des cartons quand vous déménagez. Si vous n'avez pas ouvert le carton au bout de 6 mois, c'est qu'il vous intéresse plus. Jetez-le. C'est pareil pour vos comptes numériques. Si vous y avez pas été depuis 1 an, vaut mieux le tuer. Retournez-y quand vous en aurez besoin, mais au moins le mot de passe que vous avez, il aura pas tenu pendant 1 an ou 2 ans en disant ah oui c'est vrai, lui je l'avais pas changé, puis il faisait 8 caractères, puis j'avais pas mis le two factor, puis j'avais pas mis le truc. Pourquoi mettre autant de comptes? Nettoyez vos comptes, mettez éventuellement quelque chose dans un Excel, peu importe, ou quelque part dans votre truc pour dire, OK, il y a aussi, on l'a pas parlé, puis effectivement, là, il y aurait aussi un gros débat là-dessus, mais c'est les fameux password managers.
Faites-le aussi au niveau des password managers, générez les choses aussi en automatique ou, comme je le dis souvent, ne changez pas souvent de mot de passe, mais mettez des layers dans vos mots de passe. Des mots de passe qui sont dédiés à votre banque, puis ou dédiés à des choses comme ClickSecure, votre banque et des choses, des plus trucs. Puis ces mots de passe-là, ils servent qu'à ça. Puis c'est facile de créer un gros mot de passe. Vous aviez l'habitude depuis ces 10 dernières années d'utiliser des mots de passe de 8 caractères. Comme vous les savez et vous les connaissez par cœur, concaténez-les. Et puis mettez un point d'exclamation, un dièse, un arrobas, ce que vous voulez entre les deux. Vous les connaîtrez par cœur. Puis vous pouvez les tourner. Puis vous les mettre en verlan. Ils sont très proches pendant 10 ans tranquilles et vous pourrez jamais vous faire avoir. Et il n'y a pas besoin de password manager pour se rappeler de ça. Et là, au moins, tout le monde sera content et vous pouvez faire du 16 caractères très facile, quoi. Vous voyez? Donc c'est des choses très simples, c'est des choses faciles à mettre, mais il faut se donner les moyens et la volonté de le mettre. Puis si ça, on le comprend, vous en défendez facilement 80-90%. Puis les 10%, vous savez, si vous êtes pogné sur les 10%, c'est que là, vous avez été targeté. Et là, au-delà d'une attaque en règle, d'une attaque d'une compagnie ou d'une attaque de gens qui sont dans les professionnels ou d'un État, à part d'être je dis même nous, et je nous compare et je veux pas savoir cette prétention, mais l'attaque de FireEye ou du gars de FireEye qui s'est fait avoir n'est pas exclu aussi avec tout ça. Donc, aujourd'hui, on a des attaques là-dessus. Les gars de Kaspersky se sont fait aussi attaquer, les gars de GoSecure sont fait attaquer. Donc, je veux dire que toutes ces affaires-là sont évidemment aussi une histoire où, comme Emeline, tout ce qu'elle est en train de faire, elle remet aussi sa surface d'attaque pour elle, parce que tout ce qu'elle est en train de vous essayer de vous expliquer dans ses formations, dans tous ses podcasts, elle aussi se génère aussi une surface d'attaque en disant, oui, mais si elle nous enquiquine, on va aussi l'attaquer pour qu'elle arrête d'enquiquiner les autres. Donc c'est tout un cercle vicieux qui fait qu'il faut qu'on fasse attention évidemment à ça. Donc oui, c'est le message de fin à dire faites attention parce que ça arrive plus vite qu'on pourrait le penser. Il m'enlève les mots de la bouche, puis n'attendez pas qu'on vous protège aussi. Si vous pensez que les Google de ce monde, les grandes plateformes de ce monde sont là pour vous, n'oubliez pas, quand c'est gratuit, vous êtes le produit. N'attendez pas qu'on vous protège, ne vous contentez pas des paramètres par défaut, mais allez jouer, soyez curieux, parce qu'on ne vous protège pas nécessairement. Voilà, ça serait moi aussi. Oui, puis en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, du notaire 3.0, c'est la succession 3.0. C'est n'oubliez pas au droit, oui à l'oubli de votre vie au travers, mais n'oubliez pas vos proches. Encore une fois, est-ce que je suis sûr que j'ai tout raconté à ce qu'il faut? Alors, si vous avez des choses à cacher, ça c'est différent, mais je veux dire que par défaut, il faut faire attention à faire. Est-ce que ma femme ou mon mari est capable, évidemment, ou mes enfants, je vais pas les laisser à faire qu'ils vont voir un mur en train de tourner pendant 18 mois parce que j'ai pas fait le nécessaire derrière. Est-ce qu'il est capable de reprendre parce que sans mon téléphone ou si mon téléphone est écrasé lors d'un accident, je fais comment pour récupérer mes two-factor? Est-ce que j'ai mon compte de bloqué, pas mon compte de bloqué? Est-ce que j'ai des clés que j'ai pu mettre en place? Oubliez pas un point, je le fais dans ma famille, moi, depuis maintenant plus de 15 ans, et ça les enquiquine au complet d'ailleurs, ils le savent, mais faites un password day aussi une fois par an de toute la famille. Ça permet aussi de vérifier, bon alors, fiston, t'as été où, t'as fait quoi, t'as mis quoi, parce qu'encore une fois, les fistons aussi, ou les filles ou garçons, je veux dire, vont dans des trucs. N'oubliez pas que tous les réseaux un peu bizarres utilisent aussi tous les jeux pour aller connecter, communiquer, basculer, gérer aussi les notions de compte, genre je me fais le super groupe, super machin, puis que j'ai mon wallet pas cher. Ouais, mais si le gamin, il a $2000, évidemment, sur son compte de wallet pour faire son super personnage, il est siphonné, ça fait moins drôle aussi. Donc, tout factor, n'oubliez pas ça aussi. Plus vous allez l'apprendre à vos enfants plus tôt, mieux ça va se porter aussi pour la suite. Et eux-mêmes vont avoir une certaine éducation sur leur vie numérique, à pas évidemment se faire avoir, genre truc. Puis une chose aussi, puis je pense que Nicolas va rigoler parce que c'est ce qu'on explique. Écoutez, je crois que je dis depuis au moins 20 ou 25 ans maintenant dans le monde de la sécurité, c'est que si c'est gratuit, bordel, c'est vous le produit. Donc, arrêtez de croire qu'il y a évidemment des trucs magiques. On vous offre rien. C'est toujours obligatoirement payant quelque part et c'est le nerf de la guerre. Donc ça, par défaut, arrêtez. Internet a souvent cette magie à faire passer les choses. La preuve, si même les réseaux sociaux c'est gratuit, c'est parce que vous mettez tellement de choses que ça c'est financier pour eux. C'est arrêter de penser que ah oui mais j'ai mis mon dernier truc de mon dernier gâteau, de mon dernier resto. Vous savez, un peu comme une blague d'un humoriste qui disait putain maintenant on va au resto, avant même de manger c'est mon appareil photo qui mange mon plat. Au secours.
au secours, arrêtez. Puis en plus, on sait que vous allez à ce resto, donc on connaît votre habitude, on sait que vous n'êtes pas là et on sait que peut-être vous êtes avec des copines ou avec des copains ou qu'il n'y a pas le truc. Enfin, il n'y a pas d'arrêt à ça. Donc, j'ai pas dit qu'il faut pas vivre, j'ai pas dit qu'il faut être un ours. J'ai dit simplement qu'il faut mettre les layers là où il faut et essayer de prendre pour soi aussi son niveau. Parce qu'après, c'est qu'une acceptabilité de sa propre sécurité aussi. Ouais, il y a des gens qui peuvent dire, voilà. Sur ça, on va arrêter là, comme le disait oui, je pense que les gens vont avoir une indigestion dans la quantité d'informations. Mais cela étant dit, c'est-à-dire qu'on va devoir remettre ça et recontinuer au moins une seconde fois, cette discussion-là, parce qu'elle est virtuellement infinie. On a tellement de belles informations à partager puis de comment adapter les choses. Sur ça, je vous remercie énormément. Ça a été très enrichissant pour moi et j'espère que pour les auditeurs qui ne se sont pas tombés en bas de leur chaise. Donc, je vous souhaite un excellent fin de mois de février. Merci à vous tous. Merci.